Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. Celle jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du top 10 de la décennie avec le numéro 6, le 5 et le 4. Alors, mon numéro 6 est un roman américain qui a été publié en 2013. Il s'agit des Revenants de Laura Kasichke. Si je dois citer un autre roman qui m'a marqué dans le domaine un petit peu soit de policier, soit du thriller, pour la décennie 2010, je citerai également Les Apparences de Gillian Flynn, qui est paru en 2012 et qui a également été adapté au cinéma. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce roman de Laura Kasichke, qui est une auteure américaine, également professeure d'université, et qui a reçu de nombreux prix pour ses différents livres, qui ont souvent été adaptés au cinéma. Alors dans ce livre-là, on a comme décor un campus d'une université américaine, comme c'est souvent le cas chez cet auteur. Et on va au début suivre deux personnages, Craig et Nicole, qui sont deux étudiants qui s'aiment à la folie et qui malheureusement vont connaître un drame. Un soir, ils prennent la voiture, ils ont un terrible accident de voiture et malheureusement, Nicole va en mourir. Ce qui est très difficile pour Craig, mis à part le fait d'avoir perdu sa petite amie, c'est que c'est lui qui conduisait et il était ce soir-là ivre et drogué. Donc forcément, la culpabilité est très très forte. Et lorsqu'il revient sur le campus après l'accident à la rentrée, il a l'impression de devenir fou car il pense voir Nicole partout. Il a l'impression de la voir à chaque coin de rue, à la cafétéria, à la bibliothèque, dans les salles de cours. Il se dit, c'est mon imagination, c'est la culpabilité, c'est la perte, j'ai pas encore réussi à faire mon deuil. C'est vraiment un problème. Et puis, va se greffer d'autres événements étranges, des coups de fil, des cartes postales envoyées, des témoignages de certaines personnes qui vont nous donner l'impression, est-ce qu'on ne sait pas vraiment si Nicole est vraiment morte ce soir-là, si quelqu'un n'aurait pas pris son identité, s'il n'y a pas un mystère un peu fantastique derrière. Alors pendant tout le roman, on oscille comme ça entre les différentes hypothèses, et la fin est justement assez surprenante, comme souvent chez cet auteur-là. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est les nombreuses scènes de flashback que l'on va avoir, qui vont nous faire comprendre un petit peu plus la relation qu'avait Nicole avec Craig, et quelques secrets aussi bien enfouis. On a autour d'eux d'autres personnages qui gravitent, qui sont très intéressants. On a Perry, qui est une sorte de scout, l'archétype du gentil garçon. On a Mira, qui est une professeure d'université d'anthropologie, qui est fascinée par la mort et ses coutumes. On va aussi avoir les sœurs de Nicole, la victime. Alors sœurs, non pas de sang, mais comme on l'entend sur une université américaine, hein, les filles qui font partie de la même sororité, comme on a les fraternités chez les garçons, dont certaines ont été témoins de l'accident. On va aussi avoir le point de vue du médecin légiste. Donc tous ces points de vue, tous ces flashbacks vont peu à peu nous donner des informations et le puzzle va peu à peu se reconstituer. Et on a une surprise à la fin que je ne vous dévoilerai pas, bien entendu. Donc je vous parle maintenant de mon top 5, qui est un film d'animation qui est sorti en 2017. Il s'agit de Coco, le très coloré Coco, réalisé par Lee Unkrich. Là aussi c'était compliqué de choisir un seul film d'animation pour la décennie 2010 parce qu'il y a eu de très belles choses et des choses aussi très très intéressantes qui sont sorties. Mais là donc on a une histoire où le protagoniste est un petit garçon, hein, souvent des petites filles, des héroïnes hein, dans les films d'animation. Là c'est intéressant aussi d'avoir un petit garçon comme héros.
Et puis on va découvrir le Mexique avec toutes ses couleurs, toutes ses traditions, la famille mexicaine traditionnelle, et surtout on est à une période très précise de l'année puisque c'est le jour des morts, l'équivalent de notre Toussaint. Et c'est une fête qui est très fortement célébrée dans ce pays. C'est une fête pleine de couleurs, de fleurs, de traditions. Et on retrouve donc notre jeune héros qui a toujours été fasciné, passionné par la musique. Mais malheureusement, dans sa famille, la musique est bannie depuis plusieurs générations. Viens, Dante. Viens, Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais que je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens, mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. Alors on se doute que ça a un rapport avec ses ancêtres, que ça a certainement aussi un rapport avec son père qui n'est plus là. Et notre jeune héros va donc participer tout de même, malgré le fait que sa famille soit contre, à un concours de musique, et il va se retrouver malgré lui emmené, propulsé dans un pays très étonnant puisqu'il s'agit du pays des morts. Dans ce pays, il va rencontrer tout un tas de personnages à la fois drôles, loufoques, émouvants, et puis, sans vous raconter non plus tout ce qui s'y passe, il va rencontrer forcément certains de ses ancêtres qui vont lui révéler des secrets de famille. Donc on a une très belle histoire à découvrir justement en famille, un très beau moment à partager, très coloré, très musical, et que je vous recommande donc vivement. Et je termine aujourd'hui par mon numéro 4, qui est sorti très récemment, puisqu'il est sorti en 2019. Il s'agit du roman Une sirène à Paris, de Mathias Malzieu. Donc Mathias Malzieu qui a d'abord commencé une carrière dans la musique avec le groupe Dionysos, puis qui s'est mis à l'écriture avec des recueils de nouvelles ou certains romans, comme par exemple La mécanique du cœur, Le plus petit baiser jamais recensé, ou encore Le journal d'un vampire en pyjama. Donc là, sur Une sirène à Paris, on est selon moi sur un conte de fées moderne. Un conte de fées plutôt pour adultes, mais tout à fait moderne. On est en juin 2016, la ville de Paris est en crue, ça déborde de partout. Et notre héros Gaspard vient tout juste de sortir d'une rupture et a le cœur brisé. Alors Gaspard a un métier assez original. Donc il travaille sur une péniche, le Flower Burger, qui lui a été légué par Sylvia, sa grand-mère. Et tout comme Sylvia, il fait partie d'une génération de métiers, ou plutôt je dirais de missions particulières. Il est surprisier. Un surprisier, c'est quelqu'un dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde. Et c'est quelqu'un qui, par son panache, son imagination, peut s'échapper et faire en sorte que les gens qu'il rencontre s'échappent aussi de leur quotidien et puissent vivre leurs rêves. Donc on a tout cet univers très poétique, très original, planté dès le début, avec une langue absolument magnifique. Là, Mathias Malzieu s'est vraiment surpassé en jeu de mots, en altération, en langue très très poétique et très originale. Et puis, notre héros, un soir, sort du travail et qu'est-ce qu'il découvre sur le quai de la Seine? Une sirène.
Une sirène qui a l'air d'être échouée, qui a l'air d'être assez mal au point. Alors forcément, au début, il se dit qu'il a des hallucinations, ce n'est pas possible, que les sirènes, ça n'existe que dans les contes ou les dessins animés. Et puis, après, il se rend compte que la créature a forcément quelques difficultés, donc il va la recueillir chez lui, il va la mettre dans sa baignoire, et il va essayer de communiquer avec elle. Alors elle parle, hein, bien entendu. Et puis, alors elle va tout de suite lui dire, attention, méfie-toi, tous les hommes que j'ai rencontrés, tous les hommes que je croise, sans que je le veuille forcément et sans le faire exprès, je les envoûte et ils finissent par en mourir. Et lui dit, eh bien, ça ne peut pas m'arriver, puisque moi je n'ai pas de cœur, mon cœur est déjà brisé par mon ancienne rupture, donc tu ne risques rien, tu ne risques pas de me faire du mal. Et c'est là que va démarrer une sorte d'amour, d'histoire d'amour impossible entre un humain et une sirène. Et alors il va leur arriver tout un tas de péripéties rocambolesques. On va rencontrer là aussi tout un tas de personnages très loufoques. On est emporté vraiment dans un tourbillon d'imagination. Donc l'auteur vraiment nous attrape au début du livre et ne nous relâche pas jusqu'à la fin. Et on est toujours aussi dans l'émerveillement. C'est vraiment le conte de fées, comme je vous le disais au début, mais tout à fait, c'est presque un conte de fées rock et moderne, et assez déjanté. Donc l'univers nous fait aussi un petit peu penser à celui de Tim Burton, tout en nous questionnant beaucoup sur des grandes questions existentielles, des grandes questions sur la vie. Pour celles et ceux qui aimeraient cette lecture, il me semble que l'adaptation cinématographique est prévue pour le premier trimestre de l'année 2020, donc il est tout à fait possible de suivre ces aventures aussi sur le grand écran. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très très vite. Bonne lecture à vous et à bientôt!